Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce deuxième atelier des rencontres numériques. C'est la sixième édition de Rencontres européennes de la participation. On a déjà vécu une semaine très riche des échanges pendant 3 journées à Rennes la semaine dernière, avec plus de 1200 personnes qui se sont déplacées à Rennes, plein de débats, et on a eu aussi des acteurs qui sont autour de la table aujourd'hui avec nous. Moi, c'est Katharina, co-directrice des Décidés Ensemble, qui est l'association derrière les rencontres européennes de la participation. Et donc, nous avons le plaisir d'organiser aujourd'hui un atelier avec l'Audit sur mobilisation locale des populations pour la transition écologique en Europe. Donc, quelques retours de nos deux intervenants, Xavier Boivet et Mathilde Gouillard. Donc, Xavier, il est conseiller technique du président de l'UDIT, mais aussi directeur des services de la commune de Mordel. Et Mathilde Guyard, elle est facilitatrice en transition écologique. Peut-être je vous laisse vous présenter rapidement et dire 2-3 mots de bienvenue. Peut-être Xavier. Oui. J'osais pas, parce que la bienséance, mais dans l'ordre de nos interventions, effectivement, moi je suis Xavier Boisvert. Je suis là aujourd'hui plutôt en tant que représentant de l'Union des dirigeants territoriaux européens, qui est une association de dirigeants locaux à l'échelle européenne. Et puis, comme tu as dit, Katharina, je suis directeur général des services d'une commune de moyenne taille, 7500 habitants à côté de Rennes, qui est Mordel. Et je parlerai aussi de cette expérience-là, plutôt en fin d'atelier, en deuxième partie d'atelier. Et puis, du coup, je passe la parole à Mathilde, peut-être, pour se présenter. Merci Xavier. Moi, je suis Mathilde Guillard, je suis facilitatrice en transition écologique à Rennes. Je suis praticienne en PNL systémique et j'utilise ces compétences de manière un petit peu transparente pour accompagner l'ensemble des acteurs, que ce soit des gens de la société civile, des collectivités, des organisations ou des entreprises, à la fois dans leur acculturation sur les enjeux des transitions écologiques que sur leur passage à l'action, comment est-ce qu'ils peuvent créer des projets et utiliser tout ça pour aller vers des transitions écologiques et vers des territoires résilients et solides. Merci beaucoup. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et interagir, mais on a aussi construit cet atelier de manière interactive, donc il y aura plusieurs moments pour échanger avec nos deux intervenants. On a prévu cet atelier pour discuter un peu de qu'est-ce qui se passe en termes de mobilisation locale dans d'autres pays européens, mais aussi pour permettre de donner des exemples très concrets des outils qui existent en France et qui sont utilisés en France. Et donc, avant de donner la parole à Xavier pour expliquer un peu quelle est l'ambiance dans les pays européens sur la mobilisation locale et aussi qu'est-ce que c'est l'UDIT, une première question pour vous tous. Est-ce que vous connaissez l'UDIT? Un petit sondage, si vous voulez répondre à la question. Donc, je vois, c'est très important que Xavier nous en explique un peu plus qu'est-ce que c'est, pourquoi c'était créé et comment vous pouvez y participer, si vous pouvez y participer. Donc, il y a pratiquement une seule personne qui connaît. Donc, Xavier, je vous donne la parole pour expliquer qu'est-ce que c'est l'UDIT. Merci. Donc, je ne suis pas très surpris de cette relative méconnaissance. Tout simplement parce que l'Union des dirigeants territoriaux européens est plutôt quelque chose qui se passe entre dirigeants territoriaux européens et éventuellement, après, ça déborde effectivement sur l'Europe et sur le territoire de chacun. Donc, ce n'est pas étonnant. En même temps, c'est vraiment dans l'autre sens qu'on veut travailler. Nous, on veut vraiment être connu, reconnu et contribuer à donc, ce qui est aujourd'hui la politique européenne. En fait, avec deux sens. Vers le haut, on essaie de porter des messages vers l'Europe, puisqu'en fait, l'Europe se constitue beaucoup autour d'une administration locale autonome qui est capable de porter des politiques
vers le haut, du coup, et sans être élus, les dirigeants territoriaux sont quand même des gens assez, on va dire, clés dans un dispositif public à l'échelle européenne, puisque c'est eux souvent qui doivent traduire la volonté politique dans des projets administratifs concrets. Donc souvent, on est écouté, on est même interpellé parfois par les instances européennes, et dans cet esprit-là, on a trouvé, il y a 30 ans, parce que ça a 30 ans quand même, l'UDIT, on a trouvé il y a 30 ans que c'était intéressant de porter cette vision-là des dirigeants territoriaux européens vers l'Europe, qui est donc aussi une fédération des élus, des millions d'élus territoriaux à l'échelle européenne. Et on est, on va dire, l'interface de tous ces élus-là vers un certain nombre d'instances, dont l'Europe. Mais on est aussi, en tant que dirigeants territoriaux, donc ça veut dire vraiment dirigeant local dans une collectivité locale, une corporation, une association qui essaye de travailler à l'échelle horizontale avec toutes les collectivités possibles, y compris celles qui ne sont pas avec nous, dans un mouvement effectivement multilatéral. Et évidemment, en tant qu'acteur clé du niveau local, nous essayons d'embarquer des dynamiques européennes en les rendant plus accessibles, plus concrètes, à la fois aux décideurs locaux, c'est-à-dire le monde de l'entreprise, l'association, mais aussi à tous les réseaux individuels ou collectifs qui œuvrent au niveau local. Donc voilà, l'UDIT, c'est en gros un projet qui a 30 ans et qui œuvre dans les deux sens, vers l'Europe et vers les communautés locales. Donc on peut passer à la slide suivante. Du coup, pourquoi on a voulu proposer à décider ensemble d'animer un atelier avec ces thématiques-là particulières, notamment de la transition, mais d'abord de participer aux rencontres sur la participation, c'est parce que globalement, dans les discussions qu'on a depuis quelques années avec l'ensemble des dirigeants territoriaux en Europe, on s'aperçoit que finalement la participation... Je mets ce micro-là. Merci. Donc, on s'aperçoit que finalement, jusqu'ici, nous avions l'habitude de nous, les dirigeants et les collectivités locales, d'associer les populations, mais uniquement dans un mode d'information, voire progressivement de concertation. Et de plus en plus, ça devient une évidence et une nécessité d'arriver à associer les populations locales et les acteurs locaux à la construction des politiques et des projets locaux. Alors, c'est assez récent, il ne faut pas croire que c'est si vieux que ça, en tout cas sous ce mode-là. Et du coup, ça pose la question, un certain nombre de questions, dont celle du partage effectif de la gouvernance, dont celle du risque de tension entre une démocratie participative et une démocratie représentative. Et c'est intéressant pour nous de se dire, du coup, on doit se saisir du sujet en tant que dirigeants territoriaux. Et donc, ça fait partie de l'acculturation de notre mouvement que de participer à cet atelier et de proposer cet espace d'échange. Et d'autant plus que finalement, nous aujourd'hui, pour que les membres de l'atelier comprennent bien, en tant que dirigeants territoriaux, nous avons l'obligation de connaître les outils qui existent pour faire participer justement les populations aux politiques locales. Jusqu'ici, pour résumer, moi j'ai appris mon métier avec une entité population locale qui est de l'usager. Voilà, donc ils utilisent des services publics. Et on est en train de nous dire, non, maintenant, ce n'est pas un usager uniquement, c'est un acteur qui doit porter, voire faire avec nous des choses. Ça, il y a tout un tas d'éléments qui sont tout à fait nouveaux et on n'est pas formé à ça. Donc, ça me paraissait important aujourd'hui aussi au niveau de l'UDIT. Ça fait 2 ans maintenant que je suis conseiller technique du président. Ça me paraissait important de se dire, quel est l'inventaire finalement des outils et comment on est en interface avec les populations locales. Donc, on a fait un certain nombre d'études diverses et variées d'ailleurs sur ces sujets-là. Et pour commencer, je voudrais vous expliquer un petit peu comment on fonctionne à l'UDIT. Donc, c'est la slide suivante. Par exemple, on essaie de comprendre les différences entre les cultures de chacun des pays, de chacun, même parfois hors UDIT, parce que l'UDIT aujourd'hui, c'est 9 membres, ça a été jusqu'à 12, mais nous n'avons pas, par exemple, dans l'étude que je vais vous présenter là, le Royaume-Uni et l'Allemagne. On a l'Italie, on a la Roumanie, on a le Portugal, l'Espagne, 9 pays en tout, mais on a essayé d'avoir un spectre qui compare aussi à l'échelle européenne, Conseil de l'Europe, l'ensemble des sujets que l'on peut avoir à traiter
à la fois évidemment nous les collectivités, mais aussi vous, les acteurs d'un territoire. Donc là, par exemple, pour vous donner une synthèse très rapide en termes d'études comparatives, j'ai trouvé intéressant de partager avec vous cette étude qu'on a menée. Alors, on était en appui plutôt d'une université qui est donc Aix-Marseille, qui travaille avec cinq autres universités sur un projet d'étude de gestion face à la crise des services publics locaux. Donc, ils ont travaillé principalement sur la notion financière, mais pas que. Je trouve ça assez intéressant parce qu'au final, on s'aperçoit qu'on a des cultures assez différentes et notamment d'actions collectives à l'échelle d'un territoire. Et ce qui était assez flagrant, c'est que, par exemple, en France, on a des relations beaucoup plus denses que dans d'autres pays européens, par exemple au niveau local. On a un tissu local qui est assez bien structuré, qui est assez puissant, assez fluide. Et d'autant plus qu'on est assez loin du niveau national. En réalité, malgré un pays très jacobin, le niveau local est assez loin du niveau national. Donc, on est en gros relativement isolé, seul, pour porter au niveau local nos projets, etc. A contrario, au Royaume-Uni, eux, ils sont très structurés à chacun des niveaux et ensemble, et ils ont une forte capacité d'adaptation, d'évolution. C'est-à-dire que typiquement, notamment, ça s'est vu pendant la crise Covid, eux, ils utilisent chaque crise pour vraiment changer leur façon de travailler ensemble, notamment. Voilà, ce qu'on fait assez peu. Et ce que fait encore moins l'Allemagne, alors ça m'a un peu surpris dans cette étude-là. On voit bien qu'en Allemagne, la réactivité est très forte face aux crises, c'est évident. Ils sont hyper structurés, mais ils n'évoluent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils restent dans des rails. Ils ont tendance à rester comme ça, dans des rails. Et tant qu'ils n'ont pas eux-mêmes intégré les changements à apporter, eh bien, ils restent dans leurs rails. Et c'est très différent. Par exemple, c'est à l'opposé un peu du Royaume-Uni sur ces questions-là. Nous, on est un peu entre les deux. En Italie, en revanche, ils sont assez peu dans une organisation préparée à la gestion de crise, notamment, mais pas que la gestion de crise, et ils sont assez passifs face aux crises. C'est-à-dire qu'ils mettent un temps assez important dans la réactivité. En revanche, quand ils envoient la réactivité, eh bien, évidemment, ils savent faire. Il n'y a pas de jugement de qualité ou d'efficacité dans la réaction, mais c'est vrai que c'est des cultures qui sont très différentes. Et du coup, ça impacte forcément la façon dont on est capable de travailler ensemble avec notre tissu local. Donc, je vous propose de retourner un peu plus sur un sujet qui est donc au cœur de notre atelier, qui est les outils de participation citoyenne, et notamment vis-à-vis de la question de la transition écologique. Alors, en 2019, oui, alors, ce que je vous ai présenté là, vous pouvez retrouver, mais on en reparlera, hein, je vois la question qui s'affiche en bas, est-ce qu'on peut avoir le lien? Oui, cette étude-là, elle a été présentée de façon assez synthétique, mais c'est très intéressant, ça a duré une petite heure, en 2020, lors du congrès de l'UDIT, et donc c'est en accès libre sur le site de l'UDIT. Donc, via Katharina, je pense qu'on pourra vous mettre le lien facilement. Donc, c'est sur notre site. Et ça a été présenté avec les slides qui vont bien. Et je vous laisserai regarder ça. C'est une petite heure et demie de conférence et c'était vraiment très bien fait. Vous avez l'essentiel de l'étude. L'étude elle-même, en termes d'études universitaires, elle était encore en cours de finalisation. Je ne sais plus exactement où ils en sont, mais cette présentation est assez suffisante. En tout cas, je pense que c'est suffisant pour se faire une idée telle que je vous l'ai rapportée. Pour revenir à l'inventaire des outils ludiques ODD, là, c'était quelque chose de réalisé en 2019. C'est juste avant que j'arrive dans le dispositif de l'UDIT, mais c'est vrai que j'avais trouvé ça très intéressant. On en a reparlé en 2020 lors du congrès. Il y a pas mal d'outils qui sont créés à l'échelle française et un peu internationale, vous allez le voir. Des outils qui donc permettent d'animer, et c'est vraiment l'objectif là, de ce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est comment on anime finalement un territoire autour d'un projet ou d'une idée. Alors, on a pris la transition écologique parce que je pense que c'est quelque chose qui marque beaucoup les esprits et qui porte beaucoup la coopération au niveau local. Et vous voyez, ça peut venir de l'UNESCO, ça peut venir d'associations, ça peut venir d'acteurs plus du monde du jeu, hein, avec Art of Games, là, qui sort des jeux en collaboration avec des entités. Ça peut venir d'associations comme Oxfam, ça peut venir de Wallonie, ça peut venir voilà, d'un certain nombre. Alors là, on a pris les francophones, hein, parce que c'est ceux qu'on avait sous la main. Voilà, beaucoup d'associations. Et là, j'ai mis juste les outils ludiques, c'est-à-dire vraiment, on a un petit inventaire de comment on peut faire du serious game ou plus ou moins serious game autour des questions de l'animation des objectifs de développement durable, des ODD.
Voilà, donc ça me paraissait intéressant de vous porter ça à connaissance, on pourra y revenir. Puis je vois le temps qui avance, donc je vais passer à la dernière slide. En gros, moi, ce qui m'a intéressé, ce que je vais encore travailler demain, c'est de voir quelles sont les méthodes de co-construction aujourd'hui qui sont mises en avant par les collectivités. En fait, il y en a assez, enfin, il y en a moins que ce qu'on penserait au niveau européen quand on voit ce qui se passe en France. Parce qu'en France, on est assez prolixe et on est assez bon là-dedans. Je laisserai Mathilde en reparler sur les quelques outils là qu'on voulait vraiment mettre en avant dans cet atelier, mais franchement, je trouve qu'on est plutôt avancé par rapport à d'autres avec qui je suis en discussion, pour lesquels on associe évidemment les populations, mais sur des modes qui sont peut-être moins innovants, moins foisonnants qu'en France. Et c'est pour ça que quand on parle, par exemple, de la fresque du climat, on est sur quelque chose qui est un peu novateur quand même, même au niveau mondial. C'est quelque chose qui commence à prendre, mais on est sorti de la présentation. Ouais. Donc, moi, simplement, ce que je vais vous dire, c'est que ce qui m'a intéressé dans ma recherche, c'est de partager avec vous le programme Active Citizens, qui est un programme donc, porté par l'Europe. Et ce programme, ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à fédérer, par exemple, les 8 communes dont on a l'exemple là, autour de Urbact. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont plutôt des villes moyennes qui se sont dit comment je fais pour mieux assumer mon rôle de porteur d'une démocratie locale, d'une participation locale forte, et tout en ayant en plus des subsides européens qui peuvent venir m'aider. Et c'est vraiment là où je reviendrai, moi, quand je parlerai de Mordel. L'idée, c'est qu'on a tous intérêt à se connaître, mais surtout, on a tous intérêt à travailler ensemble. Et nous, les collectivités, je pense qu'on a un rôle clé dans le fait de créer un espace-temps où ces participations sont possibles. Elles existent sans les collectivités, qu'elles soient nationales ou infranationales, mais c'est vrai que quand la communauté publique met à disposition des outils, bah forcément, ça ne peut que amener des choses en plus. Et donc, ce que notamment la ville d'Agen pour la France a bien compris, et je trouve que c'est un exemple que l'on peut regarder de près, c'est que il faut quand même arriver à former les élus, les agents, et à mettre à disposition des moyens. Et ce qu'ils ont retenu comme défi dans le cadre de ce programme Active Citizen Agen, c'est 4 choses principalement. Développer une culture de la participation. Donc typiquement, le manque de bénévoles aujourd'hui, c'est quelque chose post-Covid qui est criant et qui est vraiment handicapant pour les communes, au sens non pas, là, pour le coup, la commune administration, mais la commune bassin de vie. On manque de bénévoles, c'est hallucinant. On a aussi un deuxième défi qu'ils ont imaginé, qui est d'élargir et diversifier les citoyens actifs. Pour faire simple, moi, ce que je vois, mais c'est partout en Europe, mais ce que je vois en France, c'est que souvent, on a les mêmes personnes qui reviennent et on a du mal à élargir le spectre des gens qui s'investissent, et notamment la question de la mixité, la question des carcans sociaux, où dans certains pays, c'est même la femme n'existe quasiment pas, dans d'autres, c'est l'inverse, où effectivement, on a eu, on va dire, un monopole de certaines tranches sociales, ou je ne sais pas comment, les catégories sociales qui ont pris la main sur des sujets. Donc, il faut arriver à diversifier, il faut arriver à sortir de ces ornières-là. Troisième défi, combler le fossé entre les élus et les citoyens. Il y a la méfiance envers les élus, et qui est là aussi très internationale. On voit bien que les extrêmes en Europe et dans le monde poussent sur cette base-là de la méfiance envers les élus, et ça donne lieu à des extrêmes assez rapidement. Et enfin, en quatrième défi, co-décider de l'allocation du budget public. Et ça, effectivement, on retrouve un thème que vous connaissez bien d'en décider ensemble, qui sont les budgets participatifs. On a eu beaucoup d'exemples qui sont arrivés, qui ont été exposés, qui ont été travaillés, notamment la semaine dernière quand on était à Rennes dans les ateliers. Et je vois que c'est quelque chose qui est maintenant rentré dans le corpus des outils, pour le coup, des collectivités, notamment locales. Donc ça, c'est super. Voilà, donc c'était les éléments que je voulais vous rapporter dans cette première présentation. Peut-être qu'il y a des questions. Katharina, comment... Merci beaucoup. Oui, effectivement, est-ce que vous avez des questions un peu concrètes sur l'UDIT ou les démarches qu'ils font? Peut-être une question de mon côté. Qui peut participer à l'UDIT? Comment, si jamais il y a des acteurs autour de la salle, c'est certains types de communes, et comment faire, et qu'est-ce que ça Oui, nous apporte alors, de participer? l'UDIT en elle-même, pour être membre, il faut être évidemment une association de dirigeants en Europe. Donc ça ne va pas forcément être
le mode de nos auditeurs. En revanche, vous avez un site qui vous permet d'accéder évidemment à toutes nos informations. Donc là, c'est en libre accès, c'est fait pour être consulté. Et si effectivement, dans un certain nombre de projets, vous avez le sentiment qu'il y aurait peut-être moyen de faire un partenariat ou de participer à un projet tout simplement, là, il ne faut pas hésiter à nous contacter via le site contact en nous disant, voilà, vous êtes en train de porter, alors nous, on a un partenaire économique qui est Veolia, qui est un acteur majeur évidemment du service public local dans tout ce qui est eau et traitement des déchets, etc. Donc nous, on est en lien avec le monde économique via Veolia. On est en lien avec le monde institutionnel parce qu'on est accrédité au Conseil de l'Europe dans un certain nombre de sujets, etc. Donc ça, c'est le côté un peu institutionnel. Il nous manque encore, à mon avis, justement ces liens avec les acteurs publics, les acteurs non publics, c'est-à-dire les acteurs locaux. Et moi, je suis un peu en recherche de ça, pour tout dire. Ceux qui sont intéressés par ça, n'hésitez pas à contacter l'UDIT pour nous dire, voilà, vous travaillez sur tel ou tel projet, sur tel ou tel sujet. Par exemple, on travaille dans le cadre de certaines directives. Il y a une directive sur les eaux usées qui va sortir dans pas très longtemps. Nous, on fait des revues après avec notre collège d'experts sur ce qui est prévu dans la directive. On fait un retour en général au comité des régions, mais pas que, parfois à la Commission européenne directement. Et voilà, avoir des gens, des utilisateurs, des porteurs de la participation citoyenne, ça nous intéresse beaucoup pour justement aller un peu plus loin que nos habituelles expertise métier, quoi. Voilà. Donc ça fait partie des sujets. Pour participer à nos travaux, il faut juste se signaler. Et puis nous, il y a tout un champ qui s'ouvre devant nous sur la participation citoyenne, comme pour tout le monde. Merci beaucoup. Donc, comme on a évoqué, ou comme vous avez évoqué, une des grandes questions sur lesquelles vous travaillez, c'est les outils pour faire la participation autour de la transition écologique. Et donc, on a le plaisir d'avoir Mathilde avec nous qui va nous présenter quelques de ces outils. Mais d'abord, peut-être je vous laisse vous présenter un peu plus parce que vous avez plein de casques. Merci. Alors, sur la présentation, j'irai un peu plus loin au cours des slides qui vont venir. Donc, comme je le disais, moi, je suis facilitatrice en transition écologique. Je puise dans ma boîte à outils, dans ma boîte à méthodes en fonction des besoins des gens qui me sollicitent. Les principaux ateliers que je déploie sont les ateliers 2 tonnes, les ateliers Renaissance écologique et les ateliers Futur proche. Et je crois qu'il y avait une première question sur savoir est-ce que vous les connaissez, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces ateliers. Je rajouterai à cette série d'ateliers, alors on va revenir sur l'atelier de la fresque du climat, qui est sans doute l'atelier qui est le plus connu dans ce foisonnement d'outils. Peut-être que c'est... Voilà, à ce moment-là. Effectivement, on aimerait bien, avant qu'elle nous présente un peu ces différents outils, avoir une idée de qui connaît quel outil. Est-ce que vous voyez les résultats en live ou c'est juste moi? C'est juste moi, donc je vais vous le partager dès que c'est fini. Les gens sont encore en train de répondre. Bon, pour ce questionnaire, j'ai répondu. Le premier, je ne pouvais pas répondre, vu que je représentais l'UDIT, mais celui-là, j'ai répondu. Il y a 2-3 personnes qui répondent. Ok, parfait. Donc, je vais mettre fin au sondage et on voit que tout le monde autour de la salle qui a répondu, donc il y a presque tout le monde qui a répondu, connaît la fresque du climat. Par contre, fresque de la Renaissance écologique, atelier 2 tonnes, c'est un peu moins connu. Et surtout, l'approche futur proche, il n'y a que 3 personnes autour de la salle qui connaissent cette approche. Donc, Mathilde, je pense que vous avez des choses à expliquer et ça nous permettra d'échanger un peu plus avec tout le monde. Qu'est-ce que sont ces outils, quand les utiliser, qu'est-ce qu'ils nous apportent pour mobiliser les citoyens autour de la transition écologique. Super, merci beaucoup. On peut déjà avancer d'une slide. Donc, en fait, là, c'est une représentation de la multiplicité d'outils et de méthodes qui existent et qui adressent des sujets de la transition écologique. Donc, vous allez retrouver sans doute les 4 ateliers dont on a parlé, sachant que l'image de fond, c'est la fresque de la Renaissance écologique et que c'est une fresque qu'on a appelée les fresques amies, puisque tous ces outils et toutes ces méthodes adressent différents sujets des transitions écologiques.
Et on peut avancer à la slide suivante. En fait, moi, avant de rentrer dans la présentation vraiment de quelques-uns de ces outils et de ces méthodes, moi, je vois 3 grands points communs entre tous ces ateliers. D'abord, ce sont des ateliers qui ont été créés par des citoyens, et ça me semble très important de le dire quand on parle de participation citoyenne. Ce sont des gens, alors des fois, ils se sont rendus compte du besoin qu'ils avaient dans un cadre professionnel, mais ce sont toujours des citoyens qui se sont dit, il y a une question que je trouve qui n'est pas adressée, et j'ai envie de créer un outil pour qu'un maximum de personnes puissent s'en saisir et comprendre de quoi je parle et agir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble fondamental quand on parle des ateliers pour les transitions. Ce sont aussi tous des ateliers qui mettent en œuvre l'intelligence collective, c'est-à-dire que quand on participe à un de ces ateliers, à la fois, on va avoir du contenu, c'est-à-dire, si je prends l'exemple de la fresque du climat, qu'est-ce qui est à l'œuvre dans le changement climatique, pourquoi ça arrive et quels sont les leviers d'action. Donc ça, c'est le contenu. Et on va se l'approprier, ce contenu, grâce à l'intelligence collective. Et ça me semble primordial, parce que dans les transitions écologiques, et tout à l'heure Xavier le disait, il faut qu'on apprenne à coopérer les uns avec les autres. Eh bien, il y a cette expérience toujours qui est faite au sein d'un atelier où on va coopérer avec d'autres personnes eh bien, pour remplir la mission qui nous est confiée en début d'atelier. Et tous les gens qui déploient ces ateliers ont toujours une double casquette. Ça, c'est le 3e point commun. C'est-à-dire que quand on rentre, par exemple, à la fresque du climat, mais aussi à la Renaissance écologique, chez Futur Proche, chez Deutone, eh bien, on rentre en tant que citoyen, en tant que bénévole, on se forme pour pouvoir aller déployer ces ateliers auprès d'autres citoyens. Et ensuite, une fois qu'on a acquis une certaine expérience, qu'on est monté en compétence dans la facilitation de l'atelier, eh bien, on peut le déployer en pro. Et ça, c'est vraiment pour que ce soit eh bien, diffusable. Et là, on peut passer à la slide suivante, où effectivement, là, c'est un extrait du site internet de la fresque du climat, mais qui finalement représente l'objectif de chacun de tous ces ateliers, qui est de faire basculer le monde dans la transition. En fait, pourquoi est-ce que ces ateliers les formations sont aussi accessibles, que les gens se diffusent aussi, s'investissent de manière aussi volontaire, et qu'il y a une telle expansion en très peu de temps, hein. Ce sont des ateliers qui sont arrivés il y a 3-4 ans, et pour certains qui continuent à naître, eh bien, c'est parce que l'objectif, c'est vraiment de faire basculer le monde dans la transition et d'embarquer un maximum de personnes, quel que soit leur statut et quel que soit le rôle qu'ils ont dans la société, pour qu'on puisse mettre en œuvre cette transition écologique. On peut passer à la slide suivante. Et en fait, cette multiplicité de casquettes, je trouve qu'elle est assez représentative, notamment moi, j'en suis un très bon exemple dans la place que j'occupe et que j'essaye de faire vivre au sein de la Renaissance écologique, puisque la Renaissance écologique, c'est une méthode systémique pour accompagner tout le monde dans leur transition écologique, qui s'appuie sur à la fois une représentation visuelle d'un territoire qui a réussi cette transition et 24 chantiers qui sont là pour qu'on puisse avoir une grille de lecture systémique et casser nos représentations en silo. Cette méthode a été créée par un auteur qui s'appelle Julien Dossier. Il y a 9 personnes qui se sont dit, mais en fait, cette méthode, ils l'ont découverte dans le livre, elle est formidable, on veut pouvoir l'apporter à un maximum de personnes. Ils ont créé une association qui s'appelle l'Association de la Renaissance écologique, association que j'ai rejointe en novembre 2020. Je suis devenue animatrice, je suis devenue formatrice. C'est une association qui fonctionne en sociocratie pour qu'on puisse expérimenter la gouvernance partagée. Et dans ce cadre-là, je suis copilote du cercle animation extérieure. J'ai aussi rejoint je suis aussi membre du conseil d'administration depuis mars dernier. Et donc ça, c'est toute la multiplicité de casquettes que je peux avoir en tant que citoyenne qui s'ajoute à ma casquette professionnelle, puisque eh bien, avec toute l'expérience que j'ai acquise, je peux m'adresser aux professionnels et je fais partie du collectif pro de la Renaissance écologique. Et ça, c'est vraiment toute l'articulation qu'on a tous entre citoyenneté et activité professionnelle.
Alors, dans la typologie des outils et des méthodes qui existent, moi, je vois deux grandes familles qui sont elles-mêmes divisées en deux sous-catégories. Il y a les outils qui parlent des constats, que sont, par exemple, ces deux outils qu'on appelle des outils déclic, c'est pour prendre conscience de quelque chose. Il y a la fresque du climat qui s'adresse directement, que tout le monde connaît, qu'est-ce que c'est que le changement climatique, comment il fonctionne. Voilà, on établit un constat. Et puis, il y a des constats qui sont au-delà du changement climatique, avec par exemple la fresque du sexisme, qui en ce moment fait beaucoup parler d'elle, et qui parle des enjeux sociaux qui sont devant nous. Et puis, il y a les outils qui sont là pour accompagner le passage à l'action avec, par exemple, la fresque de la Renaissance écologique, Futur Proche, qui adresse l'ensemble des enjeux des transitions écologiques, et l'atelier d'automne, qui est vraiment centré sur la réduction des gaz à effet de serre et en fait la réduction de notre empreinte carbone, puisqu'on doit atteindre 2 tonnes par an et par habitant d'ici 2050, et qui pour autant s'appuie sur, prend en compte toutes les notions de dynamique sociale, et donc parle aussi de l'ensemble de ces mécanismes. On peut passer à la slide suivante. Donc, les 3 méthodes que j'utilise le plus, ce sont les ateliers d'automne qui ont été récemment, qui ont eu une reconnaissance, puisque la formation qui va embarquer l'ensemble des agents de l'État va utiliser la fresque du climat et d'automne. D'automne, c'est un atelier qui utilise les mécanismes de la gamification pour qu'en 3 heures, en fait, on fait un voyage dans le temps et on doit embarquer la population française, qui est aujourd'hui à une empreinte carbone en moyenne de 9,5 tonnes par habitant, pour qu'elle arrive à 2 tonnes. Et pour ça, les participants doivent prendre des décisions à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. On a besoin de tous ces aspects-là et de tous ces leviers-là pour atteindre les 2 tonnes. La Renaissance écologique, c'est une méthode qui s'appuie sur une représentation visuelle, l'allégorie d'un territoire qui a réussi toutes ces transitions écologiques, et un système en chantier qui permet de casser nos représentations en silos et vraiment d'avoir une approche systémique pour l'ensemble de nos projets et nos planifications futures. Futur Proche, ce sont des ateliers d'écriture collective où on va se mettre écrire un récit ensemble qui tienne compte de l'ensemble des limites planétaires, de nos limites planétaires. On peut aller vers la slide suivante. Alors finalement, pourquoi est-ce que les acteurs d'un territoire peuvent avoir besoin de faire appel à l'un de ces outils ou à l'une de ces méthodes? D'abord, pour acculturer et faire monter en compétences. Et là, c'est pour tous les publics. J'ai parlé de l'exemple de la Première ministre qui a annoncé ce parcours de formation. Donc, ça peut être pour des acteurs des territoires. Ça peut être aussi pour l'ensemble de la population, puisque tous ces ateliers sont accessibles à tous les citoyens. Ça peut être tant sur les constats, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on agisse, et ça me semble très important. Il y a encore trop peu de personnes qui comprennent pourquoi c'est urgent et pourquoi est-ce qu'on doit changer ce qu'on a l'habitude de faire. Et sur les méthodes, comment est-ce qu'on peut le faire, quels sont les leviers à nos dispositions et comment est-ce qu'on peut les activer. Si on avance d'une slide, on voit qu'on peut comprendre qu'est-ce que c'est que les ordres de grandeur. Par exemple, là c'est un exemple sur 2 tonnes, quand les différentes actions, les différents leviers d'action que je peux activer, quels sont leurs effets réellement. Et ça, c'est très important qu'on se rende compte et puis avoir cette approche systémique pour vraiment casser les représentations en silo et pouvoir s'appuyer sur des systèmes robustes qui vont faire que les territoires deviennent résilients et peuvent faire face aux enjeux qui sont les leurs en ce moment. Quand on avance encore d'une slide, il y a besoin de développer un vocabulaire commun qui soit accessible à tous pour qu'on puisse travailler ensemble, pour que des entreprises, pour que des associations, pour que des citoyens, que des collectivités territoriales puissent travailler ensemble. Il faut qu'ils parlent la même langue. C'est très, très important. Et là, j'ai pris l'exemple de la Renaissance écologique avec des photos qui montrent que, il y a plein de publics différents suivant des objectifs qui peuvent utiliser les mêmes outils et les mêmes méthodes et qui ensuite,
pourront communiquer facilement entre eux sur à la fois ce qu'ils veulent mettre en place et la manière dont ils veulent le faire. Quand on avance d'une slide, on voit aussi que c'est… Alors, une fois qu'on a un vocabulaire commun, c'est important d'être intelligibles les uns pour les autres. Là, c'est l'exemple de l'ADEME qui a sollicité le collectif pro de la Renaissance écologique pour faire une transcription visuelle de chacun des scénarios qu'ils ont publiés l'année dernière. L'ADEME a fait un travail incroyable avec 2 ans de travail pour 100 experts, avec des scénarios qui sont compatibles avec la neutralité carbone territoriale. Mais en fait, une fois que ce travail est fait, eh bien, est-ce que tout le monde va prendre le temps de lire les plus de 780 pages de ce rapport? Je ne suis pas certaine. Et c'est pour ça qu'on a besoin de développer des outils qui rendent intelligibles les travaux des uns eh bien, au plus grand nombre. C'est la même chose en ce moment à partir de la Renaissance écologique. Il y a de nombreux travaux qui sont faits pour, par exemple, adapter les PCAET des communes et des territoires en transcription visuelle pour que tous les citoyens puissent comprendre ce qui est à l'œuvre et comment est-ce que le territoire envisage d'agir pour le plan climat, air, énergie de sa collectivité. Si on avance d'une slide, en fait, on a besoin de se poser ensemble des questions, de casser les silos pour que tous ensemble, on puisse se saisir des questions. Et là, on en a des dizaines à notre disponibilité, enfin, à notre disposition. Est-ce que ça peut être, qu'est-ce que vont devenir les voitures individuelles? Ça peut être aussi, qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble dans un territoire rural? Voilà, il est important qu'on se pose ces questions tous ensemble. Et si on avance d'une slide, pour créer du potentiel, quels sont les leviers d'action qui sont à notre disposition? Là, c'est encore un extrait de la Renaissance écologique. Finalement, dans l'atelier d'automne, on va aussi avoir plus d'une cinquantaine de leviers d'action qui nous sont proposés. Dans les ateliers futurs proches, on va se plonger dans une réalité qui aura pleinement activé eh bien, un des potentiels identifiés, il l'aura poussé jusqu'au bout et on pourra voir comment est-ce que ça se met en œuvre. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, on a besoin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On a aussi besoin, à partir de cette contrainte, de créer du potentiel eh bien, pour créer des sociétés qui fonctionnent localement. Si on avance d'une slide, à partir de tout ce travail de créer un vocabulaire commun, de se poser des questions ensemble, d'identifier des nouveaux potentiels, eh bien, on a besoin de construire une vision commune. Là, je vous ai mis une citation d'un article que j'ai coécrit dans la revue Horizon Public de septembre dernier, qui parle d'un atelier futur proche autour des 4 scénarios de l'ADEME et qui finalement peut s'appliquer à l'ensemble des ateliers et des expériences qui sont vécues dans ces ateliers en intelligence collective. L'idée, c'est de se saisir de tout ce qui ressort, de tout ce qui émerge de ces ateliers pour en faire des briques et co-concevoir ensemble les trajectoires que nous devons choisir au regard de l'accord de Paris. On peut avancer d'une slide. Il est important aussi de se coordonner et de vérifier la cohérence globale de nos projets sur un même territoire. Il est trop fréquent encore que différents acteurs aient les mêmes objectifs et soit ne sachent pas que les autres existent, ou alors eh bien, ne travaillent pas ensemble pour aller vers ce même objectif. Et là, la trame des 24 chantiers de la Renaissance écologique qui casse ces représentations en silos et qui permet de multiplier les co-bénéfices entre les différents projets, eh bien, permettre de nourrir la cohérence globale et d'unir nos forces pour qu'on puisse répondre à ce défi collectif. Si on avance d'une slide, eh bien, tous ces outils et tout ce qu'on aura pu identifier à travers toutes ces expériences collectives, ça permet de ne plus subir les transitions qui sont de toute façon en train d'arriver, mais vraiment de les planifier de manière tout à fait rationnelle et co-construite à l'échelle de territoire, que ce soit là l'exemple du duché du Luxembourg avec la trajectoire bas carbone, comme ça peut être le cas à l'échelle
d'un territoire rural, d'une grande ville, d'une métropole, d'une ville moyenne. Voilà, cette planification est primordiale. Merci pour votre attention. Là, je vous ai mis pour terminer, des photos de plein de publics différents qui sont tous des citoyens et qui, eh bien, peuvent tous expérimenter, et s'approprier, les outils qui sont à notre disposition pour construire ensemble les transitions écologiques. Merci. Merci beaucoup, Mathilde. Merci pour cette présentation et l'explication de ces différents outils et leur utilité. Est-ce qu'il y a des questions très concrètes? Vous pouvez soit les poser dans le chat, soit lever votre main, je vous donne la parole. Et peut-être en attendant les questions, déjà une première question. Comment passer en fait de ces outils-là à la décision, à avoir un impact sur la décision, sur la trajectoire d'une commune, d'une collectivité? Oui. Alors pour moi, il y a plusieurs manières d'y répondre. Pour moi, la plus efficace, c'est vraiment que ce soit posé dans l'intention de départ. Quand un territoire, va, proposer à ses citoyens, de déployer un de ces ateliers, eh bien, si l'intention de départ, c'est vraiment, de se saisir de toute la matière qui va être issue de ces ateliers pour eux construire, les décisions, politiques, eh bien, nécessairement, ça inclut, toutes ces participations citoyennes. Ça peut être aussi, de mettre autour de la table, finalement des élus, des agents, et des citoyens, des représentants d'associations pour travailler ensemble, et construire, en fait, vivre déjà des premières expériences collectives, dans ces ateliers pour les prolonger un peu ensuite, et qu'elles deviennent une réelle manière, de fonctionner et d'aller vers ces transitions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions très spécifiques sur ces outils ou peut-être, comme j'ai vu au début, presque tout le monde connaissait la fresque du climat, une ou deux témoignages, comment vous l'avez utilisé, avec quoi ils vous ont servi? N'hésitez pas à lever votre main ou à intervenir directement. Bon, je pense pour l'instant, il n'y a pas des questions. Donc peut-être, Xavier, je te laisse expliquer un peu plus concrètement comment ce type d'outils ont été utilisés dans la commune de Mordel, à quoi ils ont servi, peut-être aussi un peu plus concrètement quel type d'outils vous avez utilisé, avec quel objectif, et revenir aussi à cette question, comment vous avez fait le lien entre ces outils et la décision. Et surtout aussi, qui était derrière les outils? C'était plutôt la commune qui a poussé pour l'utilisation? Est-ce que c'était des citoyens, des collectifs des citoyens? Et si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on vous donnera la parole. Oui, merci Katharina. Du coup, appliqué à une commune en particulier, ce qui est intéressant de poser déjà, c'est qu'on fait, on fait une politique locale au travers de différentes dynamiques, dont la dynamique d'une commune. Et sur la commune où je suis, effectivement, le maire, dans le projet 2020-2026, avait de fortes ambitions sur ce sujet. Mais il y avait déjà une certaine dynamique, certaine maturité du corps social, on va dire très largement, à Mordel, et notamment une volonté de 3 associations d'aller beaucoup plus loin sur la transition. Et donc, il y a eu en fait 2 aspects. Le premier, c'est vers la population, comment on répond aux attentes de cette dynamique déjà présente, et d'autre part, comment nous-mêmes, peut-être on crée, on incite à plus de démocratie participative, sur le sujet de la transition en tout cas. Et puis le deuxième sujet que je traiterai plus précisément aussi, enfin un tout petit peu plus précisément, c'est en interne, comment on fait pour nous-mêmes être exemplaires, être capable de porter cette problématique assez difficile, assez novatrice. Donc, pour commencer, tout d'abord, en externe, la population de Mordel, elle est depuis assez longtemps dans le développement durable, et il y avait une volonté vraiment de se prendre en main et d'assumer une partie de l'effort collectif, de ce que j'appelle moi l'intérêt général. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a essayé de répondre à leurs attentes en leur donnant des lieux pour se réunir, et in fine, on a créé le projet d'une maison de la transition,
qui est quelque chose maintenant qui se fait relativement fréquemment, enfin, facilement en tout cas, où cette maison de transition sera in fine un lieu, mais est déjà une sorte de tiers-lieu où les initiatives de ces 3 associations qui depuis ont créé une association commune, unique à l'échelle de la commune, va pouvoir irriguer, on va dire, le fonctionnement de la commune. Donc 2 choses. En fait, nous, on leur a permis de on leur a financé un accompagnement par quelqu'un qui leur a fabriqué leur projet avec eux de maison de la transition. Et il y a diverses formes, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail maintenant. Et d'autre part, on a participé, la dernière chose en date, c'était la fête de la pomme. Ils ont fait une fête de la pomme pendant 2 semaines. Donc, on a fortement participé et aidé à ce que ça s'organise au travers de plein de choses. Alors, toutes les boulangeries sont mises à l'aune de la pomme. Alors, pourquoi la pomme? Parce qu'on est un bassin de production de pommes depuis très longtemps. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur de mettre en avant le circuit court et puis essayer de mettre tout le monde ensemble autour de la table sur comment aujourd'hui et hier et aujourd'hui, on fonctionne autour de l'alimentation, des légumes, des fruits et notamment de la pomme. Donc, c'était assez intéressant. Voilà, comment on a fonctionné sur cette première partie, plus on accompagne le mouvement qui existe. Après, on a essayé d'inciter à une démocratie participative plus forte. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel le 25 octobre, on est intervenu dans le cadre du présentiel, pour le coup, des rencontres européennes de la participation, puisqu'on a présenté notre projet de conseil local de la transition. Je ne vais pas y revenir, je renvoie peut-être à cet atelier, mais pour faire très simple, on a donné un mandat à un ensemble de personnes tirées au sort de nous conseiller, de nous assister dans la notion de transition. Donc, on a créé un conseil local de la transition où on met un agent à disposition d'un collège non élu, donc il n'y a pas d'élu de la commune dans ce collège, enfin dans ce conseil de transition, pour apporter une réflexion, apporter des choses dans ce domaine de la transition. Donc voilà comment on répond aux 2 grands aspects que moi j'identifie dans la population. 1, on répond aux attentes de ceux qui sont déjà partis, et puis 2, on va essayer de créer des opportunités, des nouveaux outils pour que la démocratie participative vive. Et puis, on a essayé quand même, par exemple, dans le Conseil local de la transition, ça a été une facilitation graphique qui a été mise en place pour vraiment aider à ce que chacun comprenne de quoi on parle. Voilà. En interne, on a donc plus eu 4 grandes étapes. Là, 2020, le projet du maire qu'il faut commencer à identifier. Donc moi, comment je le porte dans mon organisation? Je dis que la transition, c'est la question de la transformation face au monde qui change. Et donc, on a conçu un projet d'administration implicite où finalement, la première étape a été en 2021 le recrutement d'un chargé de projet de transition. Donc ça, c'est important que je le dise. Nous, aujourd'hui, on est convaincus que sans chargé de projet, sans agent, sans salarié qui est vraiment destiné à accompagner ça, c'est difficile de le porter avec simplement le temps qui nous reste une fois qu'on a fait notre métier ou nos engagements. 2022, deuxième étape, on a eu la formation de 2 agents, dont moi, et par Mathilde en l'occurrence, d'où notre lien particulier avec Mathilde à la fresque de la Renaissance écologique. Alors, on est capable, mon chargé de projet et moi, pour le coup, d'accompagner des gens dans une première étape par rapport à la fresque de la Renaissance écologique. C'est ce qui est en cours là aujourd'hui. Mais on va quand même néanmoins demander de l'aide à Mathilde pour animer certains ateliers. On a fait une sensibilisation à l'ensemble des agents avant le départ en congé pour leur dire, voilà, on va faire un gros projet autour de la transition écologique, donc préparez-vous mentalement et voyez ça de la bonne façon. On va essayer de travailler ensemble la seconde partie de l'année. On a fait un mouvement un peu collectif le 5 octobre autour d'un galet de saucisse quiz, parce qu'en Bretagne, on aime bien la galette de saucisse, donc on a zappé du burger à la galette de saucisse, mais qui était simplement, en fait, avec la LEC, une matinée un peu costaud sur tous les enjeux, qui sait ce qui se passe dans la commune, qui sait ce qui se passe dans le monde sur le plan de la transition écologique, etc. Passionnant, ça a super bien fonctionné. Et on est en train de réaliser des ateliers, là, désormais, fresque de la Renaissance écologique, qui simplement permet, comme l'a expliqué Mathilde, de mettre tout le monde autour de la table, de commencer à identifier sur notre commune et dans le vécu de nos agents quels sont les chantiers, parmi les 24 chantiers, où on agit déjà, quels sont les chantiers qu'on doit investir, avec qui, comment, etc.
La dernière étape sera 2023, puisqu'on mettra en place un plan d'action voilà, qu'on va beaucoup plus structurer. Alors évidemment qu'on a commencé dès maintenant avec le plan d'action sobriété, le plan de sobriété notamment énergétique, mais qu'on va dérouler dans d'autres aspects. Et donc, il y aura un plan d'action sur la transition qui sera l'outil de demain. Et on a pas mal d'idées avec Mathilde, dont j'en discute régulièrement pour le futur, puisqu'on a des gros projets autour de la transition écologique sur notre commune. Et j'aimerais bien à la fois en faire un objet d'étude, mais aussi un objet de communication vers les gens pour essayer de rendre ça encore plus accessible aux populations. Voilà, si je peux faire un résumé de ce qu'on a mis en place à Mordel, peut-être qu'il y a des gens que ça interpelle ou des questions qui vont se poser. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions très spécifiques sur les différents outils mis en place à Mordel ou aussi sur les outils que Mathilde a présentés? Peut-être, Xavier, pour commencer, est-ce que la fresque de la Renaissance ou les ateliers que vous avez mis en place en interne avec les différents agents permet aussi, donc déjà, c'est peut-être aussi un peu une question pour Mathilde, d'avoir des débats un peu contradictoires, de parler des questions de clivage. En fait, c'est une des thématiques qu'on a abordées la semaine dernière lors du débat grand public à Rennes, que vous pouvez d'ailleurs revoir sur notre chaîne YouTube. C'est que en fait, la transition écologique, ça demande des transitions assez importantes. Il y a des clivages entre quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on fait, et donc à quel point, Mathilde et aussi Xavier, qu'est-ce que vous avez observé, ces outils vous permettent de se pencher sur ces contradictions, sur ces points clivants pour trouver un consensus. Et est-ce que vous avez, Xavier, par exemple, remarqué qu'à la fin de ces démarches, vous avez réussi à trouver un consensus au moins auprès des agents sur la route à suivre? Et donc, oui, peut-être d'abord Xavier, après Mathilde, un peu sur l'outil en soi, et après, on a quelques questions dans le chat. Alors, en fait, cette question-là va rejoindre aussi la question qui a été posée sur les changements de processus voilà, dans les décisions, dans la construction des projets. Alors, par exemple, très concrètement, est apparue très vite l'idée que dans les mobilités, il faut qu'on travaille. Donc, il faut qu'on arrive à moins utiliser les véhicules de service, plus les vélos. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a parlé de ça, en fait, tout de suite, il y a un certain nombre de services qui se sont sentis visés, que ce soit les services techniques ou les services RH, en disant « Ah, mais on a déjà essayé, ça ne marche pas. » D'accord ? Il y a tout de suite un phénomène de protection en fait, du système. C'est vrai pour ça, c'est vrai pour tout en fait. Hein, mais j'ai trouvé ça intéressant de dire « Ah bon, mais alors, du coup, pourquoi vous dites ça ? On a acheté 3 vélos, personne ne les a jamais utilisés, etc. » Donc là, on a commencé à débattre sur qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas utilisé les vélos ? Ils sont où ces vélos ? Qui avait l'information qu'il y avait des vélos ? Et tout de suite, ça a permis quand même de faire remonter des clivages, moins des clivages, parce que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut être plus vertueux, plus efficace, etc. En revanche, il y a tout un tas de gens qui défendent le fait que ça n'a pas fonctionné, ou alors des choses toutes bêtes, par exemple, sur le fait que on a un problème à un moment donné d'une porte qui se ferme mal, et tout le monde dit ça ne marche pas, etc. Je dis, oui, d'accord, ça se ferme mal, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a marqué un panneau, ça me ferme mal, donc bien fermer la porte. Est-ce que vous vous rendez compte que vous en parlez vous-même en réunion, mais vous ne fermez pas la porte? Donc, on arrive à des choses comme ça où finalement, on arrive à rendre l'agent un peu plus acteur de son vécu, mais ça fait apparaître des clivages quand même entre des gens qui font bien, des gens qui ne font pas bien, entre des gens qui ont essayé, ça n'a pas marché, et des gens qui voudraient et qui voudraient autrement. Mais alors, voilà. Donc, ça crée des frictions plutôt que des clivages. Après, entre la population et les élus, ça crée évidemment un risque énorme de clivage entre une vision un peu, j'ai envie de dire, je ne veux pas être extrémiste parce qu'en ce moment ça va trop vite, mais un peu intégral, plutôt qu'intégriste, mais intégral de ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien, et des gens qui sont plus dans le consensus, voire dans le fait de dire il n'y a pas de problème. Ça va être vrai, par exemple, sur les véhicules électriques. Il y en a qui vont dire « il est bien ton véhicule nucléaire ». Voilà. Donc, ça crée quand même des frictions, parfois des chapelles qui se confrontent,
Mais ce qui est clair, en revanche, c'est que ça crée des espaces de création collective. Et donc, on arrive à un moment donné quand même à se mettre autour de la table, et ça prend plus de temps, en fait, pour répondre à la question. Le processus de décision, il n'est pas forcément très différent, parce qu'on sollicitait de toute façon la population et les agents pour avoir des retours, mais c'est plus long parce qu'on les prend vraiment en considération, et il y a des attentes qui sont de dire, attendez, vous nous avez sollicité, et vous allez devoir en tenir compte. Donc ça, c'est peut-être ma première réponse. Oui, des clivages, plutôt des frictions que des clivages, des défenses du système et des défenses des gens par rapport à ce qui existait avant. Bah oui, on n'était pas plus bête que des autres, que les autres, etc. Maintenant, les choses ont changé, on est prêt à revoir les choses. Mais enfin, vous voyez, ça peut créer quand même des frictions à ce niveau-là, et c'est plus long. C'est sûr que c'est plus long. Quand on commence à prendre les desiderata de tout le monde, c'est plus long. Mais plus efficace peut-être. Merci. Donc peut-être Mathilde, un peu sur cette question, à quel point ces outils permettent avoir des débats un peu contradictoires et trouver des consensus à des questions très clivantes. Je trouve que c'est une chouette question. Il faut savoir prendre soin des frictions, parce que dans les frictions, c'est là qu'on sait sur quoi il faut qu'on travaille. Et moi, je trouve que ce qui est hyper intéressant, en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup quand je déploie une de ces méthodes, c'est que déjà, on se met d'accord sur de quoi on parle. De manière, parce que souvent, on a tendance à regarder les problèmes de manière très micro. Et au niveau macro, ça donne quoi? Typiquement, l'utilisation de l'avion. En ce moment, on en entend parler en long, en large, en travers sur les médias. Plein de gens prennent position pour, contre, etc. De manière très rationnelle. De quoi on parle? Dans les 4 scénarios de l'ADEME, qui sont les 4 chemins possibles vers la transition écologique, quelle place a l'avion et dans quel scénario? En fait, ça permet aussi moi, je remarque qu'il y a des positions et des clivages qui se reposent plus souvent sur des questions émotionnelles ou sur ce que je me dis que représente cette solution, plutôt que concrètement quand on la met en œuvre. La méthanisation. La méthanisation, dans les 4 scénarios de l'ADEME, il y a de la méthanisation. Elle est utilisée de manière très différente dans chacun des scénarios et elle donne lieu à des sociétés différentes. Donc, en fait, ça permet à la fois de prendre un pas de recul sur ce dont on parle et ensuite d'avoir un lieu pour en parler, d'avoir un lieu qui est régi par les règles de l'intelligence collective. Et c'est pour ça que c'est important, parce qu'il y a des règles en intelligence collective, il y a des processus de communication. Et puis, on est quand même face à des défis importants. La créativité, il va nous falloir être créatifs collectivement pour répondre à tous ces enjeux. Et en fait, on suit clairement les processus quand on doit faire face à quelque chose, il faut qu'il y ait des moments de divergence où on n'est pas d'accord avec les uns avec les autres. On va explorer, comprendre de quoi l'autre veut parler pour pouvoir construire la convergence après. On est obligé de passer par ces clivages pour aller vers une vision commune. Et ça me semble hyper important. Et au moins, parce qu'évidemment qu'il y a encore des gens qui ne sont pas forcément d'accord les uns avec les autres, et ça me semble plutôt sain, au moins on sait pourquoi, on sait de quoi on parle, et on sait de quoi on doit tenir compte dans la construction des plans et dans la construction de la planification et des stratégies. Merci beaucoup. Donc, on a plusieurs questions dans le chat. Donc, d'abord, pour Xavier, comment ces changements, par exemple le conseil de transition, mais aussi les ateliers avec les agents, ont changé les processus de décision? Oui, alors sur le processus de décision, comme je disais, c'est plus long puisqu'on va consulter, on va prendre le temps d'expliquer aussi, on va prendre le temps de faire un processus, on va dire, plus structuré sur des choses à la rigueur, avant, on faisait en interne. C'est-à-dire que voilà, on se consultait. Et c'est d'ailleurs quelque chose que souvent, à l'échelle intercommunale aussi, je remarque, c'est qu'enfin, on arrive à associer les vrais utilisateurs, les vraies parties prenantes d'un projet. Je prends la dernière DSP de Rennes Métropole sur la mobilité, la DSP donc, qui a conduit à l'attribution pour pas mal d'années aux prestataires de bus, donc de la prestation donc en délégation de service public. Il faut que je me rende accessible aussi hors jargon local. Donc, en fait, ils avaient considéré qu'ils avaient fait une très large consultation puisqu'ils avaient associé tous les élus et tous les agents
de Rennes Métropole. Mais en fait, ils n'ont consulté aucun usager. Alors évidemment, on est usager quand on est élu ou quand on est, mais bon, on ne parle pas de ce point de vue-là. Et désormais, je pense que ça n'arriverait plus. Voilà, donc c'est très concret, c'est il y a 3 ans ou 4 ans, donc c'est pas si vieux que ça. Et effectivement, bim, on change de monde. Désormais, on se dit non, mais c'est la base. Il faut qu'on ait des parties prenantes usagers, opérateurs, sous-traitants, etc. Donc voilà, ça change, mais ça prend beaucoup plus de temps. En réalité, ce temps-là, il est difficile à rendre compatible avec le temps administratif ou politique. C'est-à-dire que plus on prend de temps à construire le projet, plus il va être long à arriver et plus ça va être difficile à valoriser politiquement. Voilà, donc un mandat d'élu, c'est entre 5 et 6 ans, c'est très rapide à l'échelle d'un projet. Et pour revenir à une autre question qui se posait, quand on part de zéro, moi je pense que Mathilde a raison. L'avion, mais c'est de toute façon toutes les mobilités. Moi je parlais du vélo. En fait, la première, je pense, porte pour un territoire, c'est comment on se déplace. Si on parle de comment on se déplace, on parle à peu près de tout, puisque dès lors qu'on est dans la vie du matin au soir, on est obligé de lier finalement notre activité au déplacement. Et effectivement, comment on se déplace? La voiture avec une seule personne dedans, l'efficacité relative des transports en commun, évidemment la question de tout ce qui est beaucoup plus polluant. On avait des injonctions contradictoires, par exemple, qui étaient relevées par, peu importe, hier j'entendais ça à la radio, des SUV électriques. Un SUV électrique, à un moment donné, bon, il y a des choses qui sont un peu contradictoires ou hybrides. Donc, c'est ces choses-là qu'on peut facilement mettre en avant sur un territoire et de dire, mais alors, si demain je fais ça, si demain je mets une ligne, par exemple, on fait des tests, hein, ça arrive souvent, mais est-ce qu'on communique bien dessus? Pas toujours. On fait des tests de lignes de bus sur des zones pas très fréquentées et on dit, bah, il n'y a personne dans le bus. Donc, on ne va pas mettre de l'argent public pour mettre un bus qui est vide. Alors, est-ce qu'on a bien mis en place? Est-ce que c'est le bon horaire, etc. Donc, vous voyez, il faut arriver à trouver le bon équilibre et ce n'est pas si simple que ça. Merci. Et peut-être pour Mathilde, il y a d'un côté un peu la question de comment adapter les outils au contexte des territoires et peut-être aussi lié à la question de comment déjà se mettre dans une mode pour commencer, soit côté citoyen, soit élus, comment est-ce que vous avez un peu des exemples concrets, comment ces outils ont été utilisés dans des contextes différents, comment on les a adaptés, comment ça a permis cette première dynamique et peut-être aussi de quelques résultats très, très concrets? Ok, merci. Alors moi, merci beaucoup pour cette question sur l'adaptation au contexte local. Moi, je parle toujours des transitions écologiques avec des S parce qu'il y a plusieurs enjeux et il y a aussi autant de transitions à inventer et à créer qu'il existe de territoires et d'acteurs locaux. Il n'y a pas une formule et ça passe toujours par la renaissance écologique. On commence toujours par aller projeter le territoire sur cette allégorie. Est-ce que quelles sont les villes qui nous entourent, quelles sont nos spécificités culturelles, quels sont nos besoins, quel est notre tissu économique, quel est notre tissu social. Et ça, effectivement, c'est des questions auxquelles il faut répondre. C'est important que chacun puisse trouver des leviers d'action qui sont adaptés à ses spécificités et à ses risques. Là, c'est quelque chose de primordial pour que ça fonctionne. Il ne peut pas y avoir une solution qui fonctionne pour tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est vraiment comment chacun trouve son levier et sa solution et comment nous, à travers une méthodologie, on peut accompagner chacun des acteurs à s'approprier la méthodologie pour pouvoir la déployer très concrètement dans chacun des projets et dans chacun des territoires. Sur des exemples de comment ça a pu être utilisé, il y a par exemple en ce moment, alors il me semble que c'est dans la ville de Nîmes, il y a un travail qui est fait sur Nîmes Métropole, sur le PCAET, avec des ateliers qui embarquent à la fois des élus, des agents et des citoyens. Même chose, il y a plusieurs exemples comme ça de territoires. Moi, j'ai fait un atelier dans une collectivité du littoral normand où il y avait des gens, des citoyens qui étaient là en même temps que des agents et des élus et qui se sont ensemble posé ces questions-là. Qu'est-ce que ce sera de se déplacer dans notre territoire d'ici tant de temps? Ils ont pu en débattre, ne pas être d'accord, proposer des projets différents, etc. On peut le faire aussi à l'échelle beaucoup plus large. La Convention citoyenne, c'est quand même un exemple
très intéressant sur comment est-ce que des gens qui, a priori, n'y connaissaient rien, eh bien, se sont formés et ont fait des propositions particulièrement intéressantes. Et là, ils se sont appuyés sur des outils, ils ont participé à des fresques du climat, ils ont utilisé la renaissance écologique et ils ont pu bénéficier d'une acculturation et d'une montée en compétences de la part de plein d'experts et de plein de méthodes et d'outils. Et ça me semble primordial. Et par où est-ce qu'on peut commencer? Je pense que là aussi, il n'y a pas une réponse, ça dépend un petit peu de typiquement, là, il y a l'exemple de Xavier qui a rejoint la Renaissance écologique et ça fait aussi écho à une question que j'ai vue passer dans le chat sur, ben oui, on peut très bien se former en interne et après aller le déployer. En fait, c'est vraiment ce que permet ces organisations très organiques où en fait, en fonction de ses besoins, en fonction du temps disponible, en fonction de ses compétences, et bien soit on se forme en interne et après on va déployer, on est autonome et c'est top, il en faut. Soit on a besoin d'être supervisé, soit on a besoin de quelqu'un qui intervienne et qui prenne la coordination sur l'ensemble des projets et qui soit extérieur. En fait, c'est vraiment à chacun. Et là, j'encourage vraiment les gens à prendre contact avec les associations et avec les intervenants qui sont sur leur territoire, ou vous pouvez évidemment m'envoyer un mail et en fonction à moi ou à d'autres, aux organismes, aux organisations dont j'ai parlé, en fait, en parlant de vous, votre problématique. Je pense que c'est le meilleur point d'accroche, en fait. Quelle est votre problématique actuelle et comment, à partir de ça, on pourra tirer le fil des transitions. Merci beaucoup. Il y a une question aussi un peu plus pratique. Donc, à Mordel, vous avez utilisé la fresque de la Renaissance écologique pour vous former et le travailler en interne. Est-ce que c'est possible avec tous ces outils, y compris la fresque du climat? Peut-être, oui, une question plus pour Mathilde. Excusez-moi, est-ce que quoi est possible avec la fresque du climat? Je regardais les autres questions. C'était la troisième de Silas Scott, qu'on peut se former à la fresque du climat et l'utiliser en interne. Bien sûr, c'est même encouragé. Tout est au contraire, plus il y a de personnes qui deviennent actrices et acteurs, plus ça a d'impact. Et fresque du climat, et aussi d'automne, et aussi renaissance écologique, et aussi futur proche, et aussi toutes les méthodologies et les outils dont j'ai parlé, bien sûr. Parfait. Peut-être, Xavier, est-ce que vous l'avez aussi utilisé en interne? Et aussi un peu la dernière question qui est posée dans le chat, c'est comment ça change vraiment les politiques publiques? Est-ce que vous voyez des changements ou est-ce qu'on s'arrête à une démarche assez sympa de sensibilisation, mais finalement, les politiques publiques restent les mêmes? Oui, alors c'est un peu la clé, c'est-à-dire que ce serait même totalement déceptif d'avoir finalement tout ça pour rien. Ce qui est un risque, ce qui est un risque en permanence. D'ailleurs, si vous voulez, combien de projets dans les collectivités prennent 2, 3 ans, beaucoup de moyens, et puis au final, on avait prévu de faire une médiathèque magnifique, et au final, on ne fait rien, parce que on n'a pas les moyens, le contexte a changé, nouvelles élections, bref, ça arrive. On ne peut pas l'écarter, ce risque-là, il arrive toujours. Bon. Moi, je comparerais la notion d'accompagnement de la transition et même de la participation, que ce soit des agents ou des citoyens, peu importe comment on apporte le sujet, comme un peu l'arrivée de l'informatique. C'est-à-dire que progressivement, l'informatique est devenue quelque chose sur lequel on devrait se poser plus la question d'ailleurs, mais la question de la formation des agents en informatique, on voit bien aujourd'hui, on est en visio, etc. L'outil informatique, si on n'a pas d'informatique, je ne vois pas trop comment on peut se connecter au monde. Et puis, si on n'est pas formé un minimum aux outils pro, je ne vois pas trop comment on pourrait faire son travail correctement. Eh bien, pour moi, la transition, c'est un peu la même chose. On est évidemment dans un départ décalé par rapport à l'informatique qui est arrivé il y a plus longtemps, mais on va être un peu dans cette dynamique-là de dire, mais attends, c'est une évidence, je dois savoir gérer un collectif d'agents ou d'usagers avec des outils, parce que si je n'ai pas ma boîte à outils, je ne sais pas faire mon travail correctement. Donc ça, c'est hyper important et c'est un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, les directeurs de services publics, on commence à avoir cette intuition-là que si on ne le fait pas,
de toute façon, on ne va pas y arriver. Donc, il y a les obligations, mais qui sont assez faibles en réalité, hein, pour tout dire. Même les cursus aujourd'hui directs de formation des cadres ou même des techniciens de la fonction publique sont très, très récents et peu développés. Donc, on est en train de travailler justement à porter mieux la notion de formation au sein des institutions de formation des services publics. Mais il y a aussi aujourd'hui la culture que doit avoir chacun des agents. Et c'est là où, effectivement, je vais décevoir peut-être, mais le concret, finalement, c'est du temps long dont on parle. Donc, le concret, je ne pense pas qu'il y ait de gens qui sortent d'un atelier, quel qu'il soit, en disant « je vais faire ça et ça va dérouler ». Parce que, justement, l'idée, c'est d'arriver à impulser un effort global, un effort général, un effort collectif. Et ça ne se fait pas dans la durée sur une idée qu'on change du jour au lendemain. C'est plutôt quelque chose qu'on va arriver à faire mûrir au travers des ateliers dont on parle et commencer à rendre comme une évidence. Et là seulement, mais ça prend des années, ça prend des années, parce que ne serait-ce que, comme l'a dit Mathilde, gérer la friction et commencer à en faire un outil de collaboration et de construction collective, c'est hyper long. En fait, c'est hyper long. Donc, il n'y a pas, à ma connaissance, de déclic magique. Moi, j'y crois pas, de toute façon, la magie, mais en revanche, fresque du climat, quelques autres outils comme ça, bim, là, ah oui, je ne peux plus rester dans ma bulle, il faut que je prenne en compte le truc, ou les quiz dont je parlais, etc. Ensuite, comment dire, plus de portage, de dynamique collective, comme la fresque de la renaissance écologique. Ah tiens, je me projette dans quelque chose de concret avec mes collègues, avec mes voisins, avec les acteurs du territoire. Et là, oui, c'est vrai que finalement, ce qu'on se dit depuis longtemps, on va peut-être devoir le faire, parce que sinon, là, il y a l'échéance qui ne va pas arriver. On avait dit qu'on ferait un compost, faisons un compost. Arrêtons de dire on va le faire, faisons-le. On a tout le monde sous la main, ben tiens, c'est cet espace-là, et puis on le fait, et comment on le gère, etc. Un compost collectif, je parle. Là, aujourd'hui, par exemple, sur Rennes Métropole, on est en train de verrouiller, ça a été présenté par le vice-président, le principe d'une collecte des déchets organiques. Hyper intéressant. Hyper intéressant. C'est-à-dire qu'ils vont espacer les collectes de déchets ménagers classiques ou même de recyclables. Ils vont densifier les déchets organiques, enfin, la collecte des déchets organiques. Et tout ça, enfin, vous voyez, c'est le fruit d'une mobilisation depuis très longtemps de tous les acteurs, quoi. Et les habitants, maintenant, on va voir comment ils réagissent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si jamais il y a des collectifs qui se montent contre ça, notamment dans les habitats collectifs, ou même pas de démarche contre, mais on a besoin d'animer le truc, eh bien, il faut qu'on ait des agents, des médiateurs, des animateurs, peu importe, de territoire, qui soient capables de faire prendre conscience des enjeux dont on parle là. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, les gens, ils vont jeter de toute façon comme ils veulent dans les grandes poubelles collectives et puis on passe à autre chose. Vous voyez, c'est tout ça qui se passe. Merci beaucoup. Peut-être, Mathilde, vous avez aussi une réaction à cette question ou est-ce que vous avez eu aussi, dans certains cas, un peu de garde-fous qui ont été mis en place avec l'arrivée des outils sur la transition écologique, des délibérations de la collectivité à s'engager ou certaines manières pour s'assurer que ces processus vont déboucher à quelque chose de concret? Alors moi, quand j'interviens sur un territoire, je demande toujours ce qui va être fait avec le contenu de l'atelier. Est-ce que c'est quelque chose de consultatif? Est-ce que c'est quelque chose qui va être réellement mis en place? C'est, à mon sens, primordial pour que les participants s'impliquent dans l'atelier et en repartent heureux. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de déception après, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire miroiter un truc qui finalement ne va pas arriver. Donc moi, je préfère rester prudente. Et après, il y a effectivement, ça peut être, là, on parle de comment est-ce qu'une collectivité peut porter ça sur son territoire. Il y a plein d'autres exemples. Avec la Renaissance écologique, on a développé des outils pour encourager l'entrepreneuriat social chez les jeunes. Et il y a un des jeunes qui est venu à un atelier une fois et qui voulait créer un restaurant. C'était son projet. Il voulait créer un restaurant. À la fin de l'atelier, il voulait toujours créer un restaurant. Son projet était le même. Par contre, sur la manière qu'il envisageait de le mettre en œuvre, là, il y avait plein de choses qui avaient évolué parce qu'il se posait la question de vers qui je vais me fournir, est-ce que je vais travailler avec qui je peux coopérer sur mon territoire, comment est-ce que je peux mettre en œuvre de la solidarité, comment est-ce que je peux faire
intégrer de l'éducation, par exemple, au sein de mon restaurant. Et en fait, c'est comment chaque projet, finalement, des projets, il y en a tous les jours, et comment, quand on se forme à la systémie des transitions écologiques, et ben, en fait, chacun des projets peut être passé au crible de cette systémie et créer des co-bénéfices positifs pour les transitions. Et ça, c'est des choses qui peuvent être très concrètes et très rapides. Merci beaucoup. C'était une question un peu provocateur dans le chat. Dans un contexte où il y a certaines propositions déjà citoyennes, soit la Convention citoyenne pour le climat, soit d'autres recherches, on sait, on doit faire certaines choses, mais effectivement, la politique ne les fait pas. Comment est-ce qu'on peut engager un territoire en transition écologique? Comment est-ce qu'on peut convaincre les citoyens à agir? Peut-être, Xavier, comment vous avez fait à convaincre, par exemple, les membres du Conseil de la transition d'agir, de dire quand vous participez ici, ça va avoir un impact si en parallèle, on voit que dans d'autres sphères, on ne l'a pas peut-être cet impact. Oui, alors quand on est un acteur individuel, on va dire, avant de revenir à Mordel peut-être, mais quand on est un acteur individuel, moi, cette question me fait penser à une initiative qui a été portée par un puis quelques personnes sur on ramasse les déchets. C'est-à-dire qu'ils faisaient un appel à la population, on se retrouve tous tel jour et on ramasse les déchets. Alors au début, d'ailleurs, ça a été mal vécu par les services de la commune ou de Rémétropole, parce que c'est plutôt Rémétropole, mais aussi un peu nous, en disant bah, on le fait déjà ça. Ah bah oui, bah, allez voir tel parc. Bon, ça peut devenir très très vite justement le clivage citoyen mobilisé et puis service public plus ou moins bien fait. Ça peut être un clivage assez fort. Mais finalement, ils se sont aperçus qu'ils ne pourraient pas le faire sans nous, puisque de toute façon, ils font quoi de tous leurs déchets? Voilà. Est-ce que les gens qui vont venir, ils ont des gants, etc. Donc finalement, on leur a dit bon bah la première fois, ils ont un peu galéré. La deuxième fois, on leur a dit, bah, on va vous aider. Et puis, on a commencé à co-construire quelque chose. Et puis, finalement, à la fin, bah, c'est devenu régulièrement, 3 ou 4 fois par an, je crois, une action qui est co-construite, mais qui vient vraiment des citoyens, pour le coup. Donc, quand on veut s'investir, pour faire simple, et qu'on voit bien, d'ailleurs, que le service public ne peut pas répondre à cette problématique-là, pour plein de raisons, peu importe, eh bien, il faut se mettre en collectif, voir une association, on crée des appels à, maintenant il y a les réseaux sociaux, bon, il faut bien que ça serve à quelque chose de positif, et on est capable de faire des choses assez fabuleuses. La fête de la pomme, à la base, c'était un peu ça, même si c'est, bon, maintenant ils sont structurés en association, mais c'était un peu, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça bouge, pour que ça vive? Ils ont trouvé des solutions comme ça. Après, pour dire aussi, quand même, nous, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? C'est le conseil local à la transition, quand on sollicite les gens, bah, ils ont du mal à venir se mobiliser sur on parlait du manque de bénévoles tout à l'heure. Ils ont du mal, les gens, à se mobiliser sur des thématiques qui ne sont pas directement intéressantes pour eux. Donc, comment on fait? Eh bien, on commence à leur expliquer que c'est important de donner de son temps, c'est important de s'investir. Donc, nous, il y a 5 6 ans, on avait déjà ce premier phénomène. Alors, c'était un tarissement qui était plus lié au fait qu'on a une population qui est plus vieille aujourd'hui à Mordail qu'avant, un vieillissement assez fort. Et les gens arrêtent au bout d'un moment parce qu'ils sont fatigués, ils ont donné 20 ans, 30 ans de leur vie. Et donc, on avait fait un appel à mobilisation bénévolat. C'était assez sympa. On avait fait toute une campagne de pub et on avait eu un assez bon succès dans tous les domaines, que ce soit pour organiser l'événement, enfin les événements, pour rentrer dans les associations et prendre leur part. Et puis, vraiment, post-Covid, là, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, il y a eu un tassement total de l'investissement des bénévoles. Là, j'avoue qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver des éléments. Donc, on a fait ce conseil local à la transition qui est quand même sur un sujet qui va porter. On a fait un appel à candidature, puis un appel à volontariat. Ça a plutôt bien fonctionné parce qu'on était à 10% de taux de réponse quand même favorable à la fin. On a essayé de leur donner des moyens, de leur dire qu'il y aura des choses qui vont rebondir. Donc, pour l'instant, on en est là. À part remettre l'outil, l'ouvrage sur le métier en permanence, je ne vois pas trop de solutions parce qu'aujourd'hui, on dépend quand même de l'investissement des gens qui est en train de s'essouffler un peu quand même. Merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, donc peut-être une dernière question, un peu remarque de fin à vous deux. Pour un territoire qui souhaite se lancer ou des collectifs citoyens, est-ce que vous avez un certain conseil, quelque chose à quoi faire attention? Donc, comment lancer son territoire en transition écologique? Peut-être d'abord Mathilde et après Xavier.
Merci. C'est toujours le truc de donner une recette générale pour tout le monde. Je suis toujours très mal à l'aise pour faire ça. Donc, peut-être on risque de me répéter, mais c'est vraiment de voir quels sont vos besoins, vous, localement, et en fonction de ça, eh bien, d'aller choisir dans la boîte à outils ce qui va se rapprocher le plus. Si votre besoin, ça peut être, enfin, si la mobilité, par exemple, c'est vraiment quelque chose de clé parce que vous êtes une commune qui est pas très bien desservie par les transports en commun, et cetera, et que vous avez beaucoup d'utilisateurs de voitures individuelles, et ben, ça peut être ça le premier. Moi, je pense que vraiment, pour embarquer les gens, c'est parler de quelque chose qui les touche, et qui fait partie de leur quotidien. Donc, en fonction de vos usagers, je pense que commencer par se centrer sur une thématique vraiment concrète, pour après élargir au territoire, ça me semble très intéressant. Et puis, s'appuyer sur les forces vives, ça peut être aussi commencer par se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait déjà? Parce que moi, je crois qu'il y a beaucoup de territoires où il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, qui sont très positives et qu'on rend pas assez visibles. Donc, ça peut être ça, en fait, célébrer ce qui est déjà fait et après se servir d'un socle pour aller encore plus loin. Euh, et je pense que c'est ça qui est important, c'est que chacun puisse s'approprier en fonction des vraies problématiques de son territoire. Et puis après, ça peut être se former en interne. Si on a un collectif de citoyens qui est hyper dynamique, eh ben, les valoriser et leur demander de l'appui et du coup les missionner. Si c'est un peu plus timide, eh ben, peut-être pourquoi pas partir comme Xavier l'a dit, créer une structure pour encourager les gens à venir. En fait, vraiment partir de l'existant, des forces vives pour aller après construire le reste du puzzle. Merci. Et peut-être un dernier mot de Xavier, comment vous avez lancé, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris vous feriez différemment la prochaine fois? Un petit conseil pour d'autres territoires. Oui, alors je ne sais pas si, parce que comme on disait, les frictions sont utiles, intéressantes, et les erreurs aussi. Donc je pense que c'est difficile je suis un peu comme Mathilde, un peu embêté pour faire un truc général sur ce. Moi, les erreurs, je les referai pareil en fait, parce que je les ai faites, parce que voilà, je devais les faire. C'est plus l'idée que moi, ce que j'aime bien dans l'approche des outils dont on parle là, c'est que, et Mathilde l'incarne très bien, il y a de la bienveillance, il y a de l'énergie, il y a de la positivité. Et on est face à des choses qui sont quand même assez lourdes, assez difficiles, et qui remettent en cause notre façon de vivre. Donc, l'air de rien, faut l'aborder avec un maximum d'énergie, un maximum de bienveillance. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui me plaît, moi, en tout cas, dans le travail que je fais dans la commune aujourd'hui et dans la façon dont je le porte aussi au niveau européen et dans d'autres, le syndicat national et DG, entre autres, c'est que j'évite d'être dans le jugement. C'est-à-dire que, comme on se l'est dit, c'est plutôt en fonction du territoire et de l'avancement et de la maturation, la maturité des esprits sur ces sujets-là. Je pense qu'il ne faut pas être le moins possible dans le jugement et le plus possible dans l'action, c'est-à-dire essayer de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on a fait dans ce que vous dites vous-même effectivement là, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et surtout, qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça que je pense que le concret, c'est de mettre en place des actions, de les planifier, et comme on le trouve très bien dans la fresque de Renaissance écologique, en tout cas dans la démarche de Julien Dossier, c'est de dire c'est tout de suite maintenant engager tout, c'est-à-dire à la fois les actions individuelles. Donc moi-même, qu'est-ce que je fais pour être un peu meilleur tous les jours? Collective, dans toutes mes casquettes, et Mathilde l'a très bien dit, on a tous beaucoup maintenant des casquettes, et ça fait partie un peu de ce monde bizarre dans lequel on est. Mais c'est aussi planifier ce qui est de court, de moyen et de long terme. C'est-à-dire que si je n'engage pas tout de suite ce qui est de long terme, ça n'arrivera jamais. Pareil pour le moyen terme. Mais je n'oublie pas le court terme. Donc, c'est faire tout en essayant d'être indulgent avec soi-même, ce qui est parfois un peu dur, voilà, parce qu'on n'arrive pas à tout faire non plus, et parce que notre système, il est là. C'est-à-dire que, comme je le disais, le système se défend très bien. On reste dans une société de consommation, on reste dans un système qui est basé là-dessus. Bon, c'est toujours Elon Musk qui a la main pour acheter Twitter et en faire ce qu'il voudra. Donc, et on est dans des systèmes politiques qui ne vont pas forcément nécessairement dans le bon sens. Voilà, en tout cas, de mon point de vue, avec des extrêmes qui montent, je pense qu'on peut tous avoir
minimum pas d'inquiétude, mais de vigilance sur ce qu'on va faire demain de nos sociétés. Donc, c'est tout ça qu'il faut arriver à faire. Et du coup, avec un peu d'humilité, faire le peu qu'on peut et le faire le mieux possible. Merci beaucoup. Donc, comme il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va terminer Juste, cette… Ah oui, vas-y. excusez-moi, pendant que Xavier parlait, j'ai trouvé le truc que je pourrais conseiller à tout le monde, quels que soient les territoires, c'est travailler sur la coopération. Tous les ateliers, ils sont basés sur l'intelligence collective. Pour les transitions, on a besoin de pouvoir travailler, pas chacun dans son coin, les uns avec les autres. Et s'il y a vraiment un truc qui, moi, je pense, là, peut s'appliquer à tout le monde partout, c'est apprendre à travailler avec les autres et apprendre à coopérer. Parfait. Et c'est exactement la thématique de l'atelier qu'on a mené juste avant sur comment créer cette coopération et surtout entre les différentes échelles, qui sera prochainement disponible sur notre chaîne YouTube si vous voulez la révisionner. Et comme la transition écologique est au cœur de nos préoccupations, au cœur de la thématique de cette 6e édition, on va continuer à 16h30 avec l'Office de consultation publique de Montréal, aussi sur cette thématique des différents outils qui ont été mis en place pour créer le plan de Montréal 2050. Donc aussi cette question de comment impliquer tout acteur, quelles sont les différentes manières pour impliquer les jeunes, les enfants, les générations en fait, futures pour co-construire notre avenir. Merci beaucoup Mathilde, merci beaucoup Xavier d'avoir co-construit cet atelier, d'avoir partagé vos expériences et on espère de vous revoir dans d'autres occasions. Merci beaucoup à tous les participants pour vos questions. J'espère que c'était intéressant pour vous et n'hésitez pas à nous rejoindre à 16h30 ou sinon demain pour la suite des rencontres numériques. Et aussi, n'hésitez pas à répondre à notre petit questionnaire sur les rencontres à Rennes et en numérique. Ça nous aidera à préparer l'édition à Rouen du 26 au 28 juin 2023, donc la 7e édition. Merci beaucoup à tout le monde et à bientôt. Au revoir. Merci à toutes et tous.